3 jours de silence ont suffi à faire basculer un pays entier, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Puis, une annonce sèche est tombée. 2 chiffres seulement, 0 dette et 40 km², renversant toutes les habitudes budgétaires du Burkina Faso. Alors une question se glisse jusqu'aux spectateurs. Que signifie ce pari quand Ibrahim Traoré promet un aéroport construit à main nue, sans prêt ni tutelle extérieure? Dans cette faille ouverte entre prudence et vertige, chacun sent confusément que quelque chose vient de commencer et ne pourra plus revenir en arrière. La promesse formulée devant le pays semblait à la fois limpide et déstabilisante. Un aéroport complet, bâti sans dette, avec pour seule ressource l'ingéniosité locale. Cette ligne directrice, 10 mots exacts qui définissaient une souveraineté opérationnelle, offrait un horizon clair, mais exposait aussi chaque erreur potentielle. Les premières images du terrain montraient pourtant un paradoxe frappant. Là où beaucoup anticipaient une inertie logistique, les camions s'alignaient déjà, les équipes prenaient position et les premières tranchées se dessinaient au sol. L'enjeu dépassait la technique. Il touchait à la capacité d'un territoire enclavé à créer un point d'ouverture vers le monde, uniquement avec ses propres moyens. Les chancelleries s'interrogeaient, les observateurs doutaient, mais sur le site, une chorégraphie précise s'installait. Chaque zone avait son référent, chaque équipe son rythme, chaque étape sa méthode. Et une question, petite mais insistante, se répétait dans les villages. Si un tel chantier progresse sans capitaux extérieurs, qu'est-ce qui devient soudain possible pour la suite? Le mini-reveal apparut au matin du 3e jour. Le silence du ciel n'était pas un arrêt, mais un signal de départ. La première donnée concrète tomba aussitôt. 40 km² de pistes et de structures allaient s'élever sans prêts extérieurs, comme une équation posée sur le sable brûlant. Ce basculement surprit autant les chancelleries que les habitants, car les images du terrain contredisaient immédiatement tous les récits prévus. Les premiers camions avançaient déjà, chargés d'acier récupéré, de sable compacté, de modules solaires et d'équipes arrivées sans contrat préalable. La dynamique semblait improvisée, mais chaque geste s'inscrivait dans une séquence extrêmement lisible. Les étudiants se mêlaient aux anciens militaires, les paysans abandonnaient momentanément leurs champs pour prêter main forte, et les soldats déposaient leurs armes un instant pour pousser des brouettes. Cette confluence humaine donnait au chantier une respiration continue. Les lampes solaires cassées, solaires bricolées, allumaient les zones de travail à la tombée du jour, prolongeant les efforts sans les épuiser. Les rédactions étrangères y voyaient un emballement émotionnel. Pourtant, sur place, tout relevait d'une logique froide. Chaque périmètre avait son responsable, chaque tâche son minutage, chaque progression son retour d'information. Dans les villages du Sahel, une phrase d'un vieil homme commençait à circuler. « Nous voulons voir l'Afrique voler avant de mourir ». Elle devint un motif, presque un repère narratif. Là où certains analystes pointaient un excès d'enthousiasme, les habitants voyaient une cohérence intime. Un pays enclavé tentait, littéralement, d'ouvrir son horizon. Les visites brèves d'Ibrahim Traoré renforçaient cette dynamique. Il ne prononçait que quelques mots, souvent des questions simples posées à un volontaire, mais ces échanges suffisaient à relancer toute une chaîne d'efforts. La rumeur de son passage attirait de nouveaux bras, et la progression gagnait en précision chaque jour. Dans ce contexte, la tension fondatrice devenait évidente. Il ne s'agissait plus seulement de bâtir une infrastructure, mais de vérifier si une force collective pouvait réellement suppléer l'absence de capitaux. Au cœur du chantier en expansion, une silhouette discrète s'imposa comme repère. Un jeune soldat que les volontaires surnommaient le frère de poussière. Il ne détenait aucun grade particulier, mais son rôle devenait indispensable. Lorsqu'une machine calait, il improvisait un système avec des pièces récupérées. Lorsqu'une équipe hésitait, il redessinait le plan de travail à même le sol, d'un geste calme
et méthodique. Sa présence servait de boussole humaine, surtout pour les nouveaux venus qui affluaient chaque jour depuis les villages voisins. Autour de lui, la chaîne collective se structurait naturellement. Des étudiants épaulaient d'anciens militaires, des maires organisaient les réserves d'eau, tandis que des artisans réparaient les outils forgés dans le désert. Le matin, les chants répartissaient les groupes. L'après-midi, les rires allégeaient la fatigue lorsque la chaleur laminait les ombres. Cette organisation n'avait rien d'un désordre romantisé. Chaque geste trouvait sa place, chaque effort alimentait le suivant. Un premier effet tangible apparut dès les premières semaines. La coordination s'affina, les tâches se séquencèrent mieux, et la confiance augmenta lorsque les fondations devinrent visibles. Les radios locales commencèrent à diffuser les bruits du site. Moteurs, rauques, coups de marteau, chants mêlés au vent. Cette simple retransmission transforma l'élan individuel en dynamique collective. Dans les hameaux, les familles se prêtaient des outils, préparaient de l'eau ou organisaient des départs groupés pour rejoindre la zone de travail. Les visites silencieuses d'Ibrahim Traoré amplifiaient encore cet effet. Quelques mots, une question posée à un volontaire, et immédiatement, l'énergie du chantier se resserrait. Le mouvement semblait s'auto-entretenir, comme si chaque personne ajoutait une brique invisible à une cohérence plus vaste. Voici ce que cela implique. Une méthode commune commençait réellement à naître. Le déclencheur fut brutal. Avant la première aube, le chantier n'était qu'une plaine sableuse, piquée de quelques repères alignés. Au lever du soleil, tout changea. Une file de camions poussiéreux arriva depuis Ouagadougou. Des charrettes suivirent, chargées d'outils. Des adolescents guidèrent les groupes vers les zones de terrassement. Les premiers coups de marteau fixèrent la cadence. Les tranchées furent creusées, à la main. Les fondations s'esquissèrent, appuyées sur des niveaux improvisés. Chaque geste devenait une impulsion. Chaque impulsion appelait la suivante. Puis la progression s'accéléra. Des équipes se formèrent spontanément. Les femmes des gosses installèrent des tentes de fortune pour créer des points d'eau. Les artisans trièrent l'acier récupéré sur de vieux véhicules militaires. Ils martelèrent, ajustèrent, renforcèrent. Le sol vibrait sous la chaleur, mais personne ne ralentissait. Le chantier se transforma en mosaïque mouvante. Une action nourrissait l'autre. Un groupe déblayait, un autre soudait, un troisième lissait les premières dalles. L'ensemble avançait comme une vague continue. Au troisième jour, la piste préliminaire prit forme. Une bande de terre compactée, longue et nette, se détachait du désert. Les radios locales enregistrèrent aussi les bruits du site. Moteurs rauques, marteaux heurtant le métal, chants soufflés par le vent. Cette diffusion créa un effet de tirage. Des groupes entiers quittèrent les villages. L'afflux redoubla. Les heures se densifièrent. Puis vint la bascule extérieure. Des éditorialistes étrangers parlèrent de spectacles politiques. Le doute se propagea hors du pays. Mais les images satellites montrèrent autre chose. Plusieurs kilomètres de pistes déjà visibles. Ce choc renversa le récit international. Les sanctions tombèrent. Transferts suspendus, contrats gelés, fournisseurs retirés. Le Burkina Faso fut isolé des circuits habituels. Ce qui aurait dû casser l'élan créa au contraire un second mouvement. Les mécaniciens transformèrent d'anciens camions en bétonnières. Ils soudèrent des roues usées, fixèrent des chaînes, inventèrent des systèmes d'agitation artisanaux. Les tôles percées devinrent coffrages, les pièces rouillées devinrent poutres. Chaque contrainte se changeait en ressource. Chaque manque devenait une opportunité de détourner, réemployer, imaginer. Puis survint la tempête de sable. Un mur ocre balaya le site. La visibilité tomba à presque rien. Les volontaires se regroupèrent. Ils protégèrent les matériaux sous des bâches. Ils tinrent les structures en formation à l'aide de cordes serrées. Ils attendirent, immobiles, le visage couvert, le souffle court. Lorsque le vent se calma, la poussière laissa apparaître des silhouettes debout, fatiguées, mais intactes.
Elles reprirent les outils sans hésiter. Cette résilience impressionna même les sceptiques. La nuit suivante, c'est là un tournant. Ibrahim Traoré revint sur le site. Pas de discours, quelques mots seulement. Si le ciel nous refuse des ailes, la terre nous apprendra à voler. Oh, ça, c'est... La phrase circula aussitôt, peinte sur les camions, gravée sur des planches, murmurée dans les maisons. En quelques heures, elle devint un pacte. Le chantier n'était plus une action technique. C'était un serment collectif. À partir de ce moment, l'élan devint irrésistible. Les gestes s'intensifièrent. Les équipes se formèrent sans ordre. Le rythme s'unifia. Le désert, silencieux quelques jours plus tôt, battait désormais comme un chœur unique. Un pays entier avançait, non par contrainte, par conviction. La transition du possible vers le mesurable apparut clairement dès la publication du premier bilan. On passa d'un simple tracé hypothétique à des preuves tangibles, établies chiffres. En main, 42% des pistes étaient déjà dessinées, montrant une progression inattendue pour un projet privé de financement extérieur. Cette proportion, loin d'être symbolique, indiquait une vitesse d'exécution qui dépassait les standards régionaux. Un deuxième indicateur suivi, tout aussi révélateur. 27% des structures métalliques avaient été montées, un niveau atteint grâce à l'ingéniosité locale. Cette mesure démontrait qu'un savoir-faire autonome pouvait combler l'absence d'entreprises internationales. Enfin, un troisième chiffre compléta le tableau. 100% de l'énergie utilisée provenait de panneaux solaires locaux. Ce résultat prouvait que la contrainte énergétique s'était transformée en ressource stratégique. Ces trois données formaient un socle solide. Là où les partenaires étrangers prévoyaient céder lenteur, le chantier traçait une trajectoire plus rapide que leur modèle. Le rythme était constant, presque organique, comme si chaque pourcentage gagné consolidait non seulement les fondations, mais aussi la confiance collective. La dynamique du volontariat, loin d'être désordonnée, créait une densité de travail rare. Des groupes se relayaient selon les heures. D'autres assuraient la logistique, et les ateliers improvisés tournaient jour et nuit. Dans les villages environnants, les effets se firent sentir immédiatement. Les panneaux solaires destinés à l'aéroport commencèrent à illuminer des foyers autrefois plongés dans l'obscurité. Les enfants lisaient sous une lumière stable. Les femmes cuisinaient sans craindre la nuit. Les anciens priaient dans des pièces soudain baignées d'une clarté douce. Cet effet secondaire, inattendu mais puissant, révélait une transformation sociale bien plus rapide que prévu. Simultanément, les réseaux africains amplifièrent l'élan. Des messages circulaient de village en village, portant des phrases de soutien reprises et réinventées. À Nairobi, des étudiants taguaient les mots attribués à Ibrahim Traoré sur les murs des campus. À Accra, les sermons dominicaux les citaient. À Dakar, ils devenaient refrains dans les radios communautaires. Cette propagation montrait que les chiffres, pourtant froids, portaient une charge symbolique. Ils incarnaient la possibilité qu'un pays, isolé par les sanctions, devienne un laboratoire de souveraineté. Face à cette montée en puissance, les réactions internationales changèrent de ton. Les banques ayant suspendu leurs transferts reconnaissaient dans des notes confidentielles que le chantier avançait malgré elles. Des expressions nouvelles apparurent dans les rapports. Risque d'autonomie logistique, vulnérabilité du modèle dépendant, émergence d'un précédent africain. Les analystes faisaient dans leurs calculs, mais les images satellites racontaient une autre histoire, celle de fondations qui s'allongeaient chaque semaine, portées par des mains locales. Pourtant, dans les villages du Sahel, personne ne parlait de géopolitique. On parlait de lumière, de gestes répétés, de progrès visibles. On parlait surtout de la certitude que l'effort partagé pouvait devenir une méthode durable. Et au centre de cette dynamique, Ibrahim Traoré avançait sans podium, observant, questionnant, laissant les preuves parler pour lui. Les chiffres étaient froids, oui, mais derrière leur neutralité se lisait une évidence brûlante. Un peuple transformait sa foi collective en équation concrète. Les critiques du projet formulèrent d'abord une thèse structurée.
Un aéroport construit sans prêts extérieurs risquait de placer le Burkina Faso dans une impasse budgétaire. Selon eux, aucune infrastructure durable ne pouvait reposer sur du volontariat, des matériaux recyclés et une énergie solaire artisanale. Ils soulignaient qu'en l'absence de capitaux, la viabilité à long terme demeurait fragile. Cette position, largement relayée dans plusieurs chancelleries, s'appuyait sur un raisonnement classique. Sans financement massif, pas de stabilité technique et sans supervision internationale, pas de garantie structurelle. Un second argument s'ajouta, plus technique. Des économistes estimaient le coût théorique du chantier à 1,8 milliard de dollars, une somme jugée impossible à absorber par une économie enclavée. Ils prévoyaient que l'isolement financier conduirait à des retards irrémédiables, voire à un arrêt complet des travaux. Dans cette logique, l'initiative apparaissait comme un geste politique destiné à heurter rapidement ses propres limites matérielles. Face à ces objections, les partisans du chantier proposèrent une lecture plus serrée des faits. Ils rappelaient que les dépenses réelles restaient exceptionnellement basses grâce au réemploi systématique des matériaux, à la mobilisation bénévole et à l'usage intégral d'une énergie solaire déjà opérationnelle sur site. Les bilans publiés, notamment les niveaux d'avancement des pistes et des structures, montraient une progression constante, mesurable, démentant l'idée d'un immobilisme. Les images satellites confirmaient cette montée en cadence, semaine après semaine. Le contre-argument essentiel reposait donc sur un point simple. L'hypothèse classique selon laquelle une infrastructure majeure nécessite une injection massive de capitaux ne s'appliquait pas ici. Le chantier fonctionnait selon un modèle inversé, où la réduction des dépendances produisait une forme d'autonomie. Ce n'était ni une théorie, ni une déclaration. Les chiffres visibles sur le terrain validaient cette approche. Dans ce débat, aucun camp n'était caricaturé. Les réserves des sceptiques méritaient d'être entendues, et les partisans ne s'appuyaient pas sur un enthousiasme abstrait. Mais les éléments matériels disponibles montraient que sous l'impulsion régulière d'Ibrahim Traoré, l'initiative tenait sa cohérence. Les fondations avancèrent réellement, réduisant l'écart entre ce qui semblait impossible et ce qui se construisait pourtant à ciel ouvert. Lorsque les premiers foyers autour du chantier s'illuminèrent, grâce aux panneaux solaires initialement destinés aux pistes, quelque chose changea profondément dans la perception collective. La lumière n'était plus un simple outil technique. Elle devenait un signe. Les villages proches voyaient leur nuit transformée. Les enfants lisaient sous un éclairage stable. Les femmes cuisinaient sans craindre l'obscurité. Et les anciens retrouvaient un espace de prière serein. Cette clarté nouvelle, à peine installée, révélait que le projet débordait de son périmètre initial. Les radios locales relayèrent ces scènes. Elles décrivaient non des chiffres, mais des gestes. Des familles rassemblées autour d'une ampoule. Des groupes de jeunes aidant à tirer les câbles. Des artisans testant les batteries. Le chantier cessait d'être une construction isolée. Il devenait un miroir dans lequel chacun reconnaissait impossible. À ce moment précis, une intervention brève d'Ibrahim Traoré ajouta un poids symbolique. Il rappela que la lumière est la première forme de souveraineté. La phrase circula de village en village, gagnant un statut pivot. On comprit alors que la transformation ne se jouait plus seulement dans le béton ou le métal, mais dans la manière dont un peuple se voyait avancer ensemble. Les répercussions concrètes apparurent d'abord au niveau le plus intime, celui des ménages. Les villages proches du chantier virent leur nuit se transformer. Les panneaux solaires prévus pour l'aéroport alimentaient désormais des foyers qui n'avaient jamais connu une lumière stable. Les enfants pouvaient étudier après le crépuscule. Les femmes cuisinaient sans la crainte habituelle de l'obscurité. Et les anciens se réunissaient dans des pièces devenues sereines. Cette amélioration, bien qu'indirecte, changeait les habitudes profondes. La lumière réintroduisait du temps utile dans des vies jusque-là rythmées uniquement par le jour. La confiance grandissait, car chaque ampoule allumée prouvait que l'effort collectif portait déjà ses fruits.
Ainsi se refermait la question soulevée au midpoint. La souveraineté commençait réellement par une lumière concrète. Sur le plan économique, une dynamique inattendue se déploya. Les récoltes des villages environnants servaient à nourrir les ouvriers. Les ateliers improvisés, nés du besoin, se transformaient en espaces capables de produire des pièces d'acier, de verre ou de câblage. Les artisans reprenaient une activité régulière, parfois pour la première fois depuis des années. Les associations locales organisaient des collectes de matériaux ou d'outils, créant un circuit interne d'approvisionnement qui remplaçait les importations bloquées. Les ministères coordonnaient leurs efforts sans intermédiaires internationaux, prouvant qu'une administration locale pouvait orchestrer un chantier majeur. Ce mouvement n'était pas une utopie. Il reposait sur des gestes quotidiens, sur la capacité à adapter, réemployer, stabiliser. Du côté des nations voisines, l'impact se fit sentir rapidement. Au Ghana, des étudiants lancèrent un programme baptisé « Construire sans emprunter ». Au Sénégal, des prêtres organisèrent des veillées pour soutenir ceux qui bâtissent le ciel. Au Kenya, un enfant écrivit sur le mur de son école « Un jour, nous construirons aussi notre propre ciel ». Cette diffusion symbolique n'avait rien d'un phénomène médiatique fabriqué. Elle naissait de scènes simples, relayées par les radios africaines, puis adaptées dans les cultures locales. Elle indiquait qu'un nouveau langage politique circulait dans la région. Un langage parti non d'un sommet diplomatique, mais d'un chantier poussiéreux et d'un effort partagé. La figure d'Ibrahim Traoré était évoquée dans les débats publics à Bamako ou Accra, non comme un modèle unique, mais comme un déclencheur possible. Enfin, la scène internationale réagit avec une inflexion notable. Là où les chancelleries parlaient autrefois de « isolement », elles évoquaient désormais un « risque d'autonomie africaine par l'infrastructure ». Les rapports économiques mentionnaient l'émergence d'un nationalisme technique, c'est-à-dire la possibilité qu'un pays enclavé produise une infrastructure majeure sans capitaux extérieurs. Un mémo circulant dans une capitale occidentale résumait l'inquiétude. Ce n'est pas le béton qui nous menace, mais la foi organisée. Gashuo. Les sanctions, conçues pour freiner le chantier, avaient donc paradoxalement unifié la population et accéléré l'ingéniosité locale. À travers ces 4 niveaux, ménage, économie, région, diplomatie, un même fil apparaissait. Chaque progrès rendait plus crédible l'idée qu'un peuple pouvait avancer sans permission. Et dans ce paysage illuminé, la démarche d'Ibrahim Traoré prenait une portée qui dépassait largement la simple construction d'un aéroport. 3 trajectoires distinctes commencèrent à se dessiner lorsque le chantier entra dans une phase plus lisible, chacune décrivant une manière différente d'habiter les 12 prochains mois. Elle n'opposait pas espoir et crainte. Elle cartographiait simplement les chemins possibles d'un pays engagé dans un effort inédit. Dans le scénario de base, le Burkina Faso maintiendrait le rythme actuel. Les équipes se renouvelleraient naturellement, soutenues par les villages qui avaient déjà intégré le chantier à leur quotidien. Les tours de contrôle seraient finalisés, les systèmes énergétiques étendus à plusieurs communes supplémentaires et les ateliers improvisés, nés de la débrouille et du recyclage, deviendraient donc de petites unités capables de produire acier, verre et câblage. Les fondations principales seraient stabilisées, les pistes allongées et le corridor solaire consolidé. Cette trajectoire, prudente mais solide, décrivait un pays transformant l'effort collectif en méthode durable. Le scénario optimiste voyait plus loin. Il imaginait la propagation du modèle au-delà du chantier. Les ateliers du Sahel pourraient devenir des micro-usines modulaires. L'agriculture tirerait parti des réseaux solaires stabilisés. Les routes locales seraient rénovées grâce aux principes d'ingénierie frugale testés sur les pistes. Les écoles techniques absorberaient les volontaires pour structurer les apprentissages acquis sur le terrain. Le pays
deviendrait alors un laboratoire de souveraineté, observé et imité par les voisins qui suivaient déjà la progression. Dans cette version, l'aéroport ne serait pas seulement un succès, il deviendrait un précédent continental, un signal capable d'influencer la région. Le scénario pessimiste, lui, reconnaissait les pressions extérieures, des sanctions renforcées, des cyberattaques ou des campagnes médiatiques hostiles pourraient ralentir la mécanique interne. Certaines équipes pourraient s'essouffler et la coordination logistique subir des tensions. Des retards apparaîtraient, peut-être même des phases d'arrêt partiel. Pourtant, même dans cette hypothèse, le projet ne s'effondrerait pas. Le symbole acquis, les ateliers créés, l'expérience accumulée et les réseaux sociaux locaux constitueraient un socle résistant. La structure morale, souvent invisible, précède toujours la structure matérielle. Aucun contretemps ne pourrait effacer cette transformation progressive. À travers ces trois chemins, une seule recommandation de pensée s'imposait: raisonner en termes de trajectoire plutôt qu'en instantané. Les projets qui modifieront un pays ne se mesurent pas à la vitesse des grues, mais à la cohérence directionnelle d'un peuple. Et dans cette cohérence, la constance d'Ibrahim Traoré demeurait un point fixe. Dans la vie quotidienne, le chantier devint un repère silencieux, presque un rythme parallèle à celui des villages. Pour les familles, chaque avancée rappelait qu'un effort partagé pouvait modifier des habitudes anciennes. Les jeunes, en particulier, y voyaient une démonstration concrète que leurs gestes avaient un poids réel. Participer, même quelques heures, signifiait littéralement changer une portion du désert. Cette dimension modeste mais palpable créait une motivation intime, un sentiment de contribution directe. Pour les travailleurs et bénévoles, l'impact se situait ailleurs. Ils revenaient au village non pour raconter la difficulté, mais pour parler de la dignité ressentie en travaillant côte à côte. La chaleur, la poussière, les improvisations techniques ne constituaient pas plus des obstacles, mais des éléments d'un récit commun. Des liens se formaient entre des personnes qui, parfois, ne s'étaient jamais croisées, bien qu'habitant à quelques kilomètres. Le chantier devenait un lieu d'apprentissage, de débrouille, de synchronisation collective. Pour ceux qui observaient de loin, la signification était encore différente. Ils ne voyaient pas seulement une infrastructure prendre forme, mais un peuple qui reprenait la main sur son propre horizon. Les ondes radio transportaient des sons, des phrases, des chants. Les images satellites révélaient des lignes qui grandissaient semaine après semaine. Cette perception à distance créait une forme d'inspiration discrète, presque contagieuse. Si un pays enclavé pouvait faire surgir une piste du sable, que pouvait-on imaginer ailleurs? Au centre de ces effets divers, une certitude revenait. L'action partagée produit une énergie collective que les discours seuls ne peuvent pas générer. Et cette énergie, une fois ressentie, reste longtemps. Elle se propage, se déplace, crée des possibilités nouvelles dans l'imaginaire de chacun. Pour donner une continuité au mouvement né sur le chantier, une méthode progressive se dessinait, articulée en étapes simples mais mesurables. La première consistait à stabiliser l'énergie solaire sur le corridor central, afin d'assurer une alimentation continue pour les zones techniques. Les équipes locales pouvaient y parvenir en uniformisant les panneaux déjà installés et en créant des réserves tampons. Le succès se mesurerait au nombre d'heures d'éclairage garanties par nuit. La deuxième étape visait à structurer une école technique issue du chantier. Les volontaires les plus expérimentés, artisans, mécaniciens, étudiants, y coderaient l'apprentissage tiré des semaines de travail. L'objectif n'était pas théorique, il s'agissait de transmettre des gestes reproductibles. L'indicateur principal serait le nombre de modules enseignés et appliqués sur le terrain. Troisièmement, il fallait consolider les ateliers de débrouille en petites unités capables de produire acier, verre et pièces mécaniques. Ces microstructures, déjà actives de manière improvisée, gagneraient en efficacité grâce à une organisation plus rigoureuse, répartition des tâches, gestion des matériaux,
suivi des réparations. Leur performance ne pourrait se suivre par la quantité hebdomadaire de pièces réutilisées sur le chantier. Une quatrième étape impliquait de tisser des coopérations africaines d'égal à égal, fondées non sur la dette, mais sur l'échange de savoir-faire. Les pays voisins, déjà attentifs au modèle burkinabé, pourraient partager outils, techniques ou formations. La mesure serait simple. Le nombre de partenariats opérationnels établis. Enfin, il devenait crucial d'inscrire durablement la discipline collective dans les institutions locales. Les communes, les ministères et les coopératives devraient intégrer ces pratiques d'organisation afin d'éviter la dispersion de l'élan initial. Le suivi se ferait à travers la continuité des équipes et la fréquence des opérations menées sans assistance extérieure. Dans cette démarche, la présence régulière d'Ibrahim Traoré, observant discrètement et posant quelques questions essentielles, servait de fil conducteur, maintenir la cohérence, renforcer l'autonomie, ancrer la méthode. Lorsque le soleil descendit sur la piste encore tiède, le frère de poussière revint au même endroit où il avait, des semaines plus tôt, redessiné des plans à même le sol. Autour de lui, les volontaires observaient leur œuvre en silence, comme si la fatigue elle-même s'était arrêtée pour écouter. Le désert ne ressemblait plus à l'étendue brute qu'ils avaient trouvée. Il portait désormais les traces visibles d'un mouvement né sans argent, sans machines importées, sans permission extérieure. Ibrahim Traoré se tenait légèrement en retrait, laissant la scène parler pour lui. Il n'ajouta rien, ne fit aucun geste particulier. Sa présence suffisait à rappeler l'impulsion initiale, transformer la contrainte en méthode, puis la méthode en cohérence collective. Les silhouettes duettes alignées sur la piste semblaient comprendre, dans cet instant suspendu, que quelque chose dépassait la construction elle-même. Le lien formé entre eux était devenu une infrastructure invisible, aussi solide que les structures qu'ils bâtissaient. Un murmure parcourut le groupe, simple, presque fragile. On a avancé ensemble. C'était la vraie victoire. Ce récit, né d'un désert et d'un chantier improvisé, n'appartient plus seulement à ceux qui y ont travaillé. Il circule désormais comme une possibilité partagée, portée par celles et ceux qui y voient la preuve qu'un effort commun peut déplacer les limites d'un pays. Les voix qui se croisent, les gestes répétés, les soirées éclairées par des panneaux solaires témoignent d'une même direction. Avancer sans attendre qu'un cadre extérieur vienne valider ce qui peut être entrepris de l'intérieur.